Philibert, aujourd'hui c'est un grand jour. Ah ouais, c'est enfin le jour où t'arrêtes de parler de ton ex. Ah non mais pas du tout. Aujourd'hui on a Honkai Star Rail qui nous a contacté pour une mission spéciale. Et oui, comme quoi leur demander sur la dernière vidéo Pokémon de nous sponsoriser, ça a marché. Et on vient de recevoir l'ordre de Miss. Attends mais c'est pas Genshin ça. En plus j'ai jamais joué à Honkai Star Rail de ma vie. Oui, cette vidéo est bien sponsorisée par Hoyoverse et surtout par Honkai Star Rail à l'occasion de leur nouvelle mise à jour, la 3.7, que beaucoup attendent, mais bah pas moi, parce qu'à la base je suis un joueur de Genshin Impact, pas de Honkai Star Rail. Du coup, j'ai fait ce que toute personne saine d'esprit devait faire dans ce genre de situation. Refuser et passer à autre chose. Il est mignon. Bah non, j'ai tapé plus de 300 heures de jeu sans m'arrêter pour manger, pour prendre des douches, le tout en sortant les autres vidéos qui devaient sortir en même temps, glisser tout ça dans mon planning de vie sociale assez restreint parce que j'ai pas beaucoup de vie de base et lire chaque putain de ligne de dialogue, description de reliques, easter egg et collectibles possibles et imaginables pour être à la page. Tu sais, je sais pas si je dois être admiratif ou terrifié en fait. Les deux. Les deux, Philibert. Bref, je me suis tapé un speedrun informatif de l'extrême pour attraper quasiment 3 ans de contenu sur un jeu primé meilleur jeu de l'année 2023 sur Google Play et l'Apple Store et Best Ongoing Award en 2024 qui est régulièrement mis à jour avec beaucoup de contenu ajouté à chaque fois et laissez-moi vous dire que j'ai kiffé chaque seconde. Avant de commencer, il faut quand même que je précise que le jeu peut être interprété de plusieurs façons différentes et qu'il s'agit d'une des nombreuses façons de voir l'histoire. Faites-vous votre propre avis en jouant au jeu. Honkai Star Rail, ou HSR pour faire plus court et épargner mes cordes vocales, c'est une sorte de Space Odyssey où on incarne un personnage qui voyage à bord du Astral Express, un train qui peut littéralement traverser des galaxies pour aller de planète en planète. Outre les animations et la musique qui sont tout bonnement insane, et surtout l'histoire chargée qui m'a marqué, ainsi que la diversité des scénarios et l'ambiance, ce qu'on vous vend, c'est un voyage entre les planètes. Et ils se foutent pas de votre gueule, non mais sans déconner. On passe par Jari aussi, c'est une planète bloquée à l'ère glaciaire. Le Shinzu Leurfo, qui est techniquement pas une planète, mais un vaisseau spatial tellement grand qu'on pourrait dire que ça compte. Penakoti, une planète dans un rêve, qui est dans un rêve, qui est dans... Enfin bref, vous avez compris. Et enfin, depuis la version 3.0, Amphoreus, qui est une planète totalement inspirée de l'univers mythologique méditerranéen. Et sachez que je surkiffe l'univers des mythes et légendes. Franchement, je me suis régalé. Et c'est sur cette planète qu'on est encore après 7 patchs, parce que laissez-moi vous dire qu'il y a énormément d'informations à glaner là-dessus et il s'est passé énormément de choses. Mais avant ça, comme c'est ultra lié et que si comme moi vous avez il y a encore 2-3 semaines pas du tout bité quoi que ce soit au lore, petit résumé de la construction du monde dans HSR. Le monde est vaste, plus vaste que notre univers observable, et dirigé par plusieurs lois ou concepts qui ont pris vie sous forme d'aéons, des sortes de divinités cosmiques grosso modo toutes puissantes. Il faut savoir que tout peut devenir un dieu, même un putain de robot ou un blob. Tout ce qu'il faut pour devenir un dieu techniquement, c'est de poursuivre une voie et d'y aller franco, que ce soit au niveau de ta façon de penser ou dans tes actions. Il y a 8 voies jouables pour le moment et un total de 18 dans l'univers de HSR, avec chacune représentant une philosophie de vie et un concept de l'existence. Certains sont un peu plus simples à comprendre que d'autres sur le papier, comme Nanook, l'aéon de la destruction qui vise à détruire l'univers, rien que ça, et d'autres comme Fuli, l'aéon du souvenir qui cherche quant à elle à conserver en son sein les souvenirs de l'univers pour l'aider à la recréer lors du prochain univers en faisant une copie plus ou moins parfaite de l'univers actuel qui du coup est un peu plus complexe à comprendre, j'avoue. Déjà parce que ça veut dire que l'univers est une boucle qui se reset à l'infini et du coup c'est une sorte d'interprétation de la théorie du Big Rebound, une théorie construite par Bojowag et Ashtarak qui repose sur un rebond quantique de notre univers, mais on va parler un peu plus en détail de ça parce que c'est important. Et je pense que là on a assez de contexte dans l'univers global du jeu, on va revenir sur Amphoreus parce que l'endroit, en plus d'être une dinguerie monumentale en termes d'ambiance et de lore, a une particularité, celle d'être dans une boucle temporelle fermée, totalement isolée du reste du monde et inaccessible par n'importe quel moyen, puisque l'Astral Express, qui est littéralement conçu pour voyager sur toutes les planètes de l'univers, ne va le trouver qu'à la suite d'une faille littéralement dans la fabrique de la réalité. Quand on découvre les lieux de l'extérieur, le premier truc qui va marquer, c'est la forme distinctive de la planète. On appelle ça un ruban de Mobius, une surface sans début ni fin qui tease un petit peu le thème de l'aventure qui nous attend, celui d'une boucle perpétuelle pour ne pas dire infinie. Non, parce que vous savez tout ce que je pense du mot infini, mais là pour le coup on va pas trop avoir le choix parce que c'est littéralement la forme de la planète. Amphoreus est dirigé par ceux qu'on appelle les héritiers des Chrysos, les survivants des boucles précédentes en quelque sorte, dotés d'une capacité et d'une puissance quasi divine et entourés de mystères au début de notre aventure en terre amphoréenne. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on va découvrir l'histoire de cette planète. Elle a été créée il y a très longtemps, le chaos était le maître mot, jusqu'à ce que des entités surpuissantes, les titans, émergent
de ce qu'il semblait être des divinités mortes, incarnant certains de leurs pouvoirs. Va alors naître la marée noire, une maladie corrompant tout ce qu'elle touche, au début uniquement cantonnée à la vie organique avec peu d'intellect, genre des animaux ou des plantes. La maladie va évoluer et va commencer à toucher les habitants d'Amphoreus. Puis fatalement, les titans eux-mêmes vont tomber tour à tour, enfin presque tous, puisqu'il y en aura un, Képhal, qui porte un soleil artificiel et qui réside au sommet de la capitale du monde, Okema, qui lui va survivre. Et même pour lui, c'est relativement chaud, parce que il s'est endormi pour ralentir l'infection, mais elle va quand même progresser petit à petit, le condamnant, lui et la planète, à une nuit éternelle s'il venait à tomber. La marée noire, en plus d'être une référence pas vraiment subtile à la peste noire, a plusieurs caractéristiques. En gros, une fois qu'un organisme va contracter la marée noire, il va devenir corrompu et va complètement vriller. Il va perdre toute identité personnelle et toute trace de mémoire personnelle. Le seul but dans la vie d'un infecté va alors être de répandre encore plus la marée à travers le monde. Et c'est en partie à cause de cette fameuse marée noire qu'une autre des caractéristiques d'Amphoreus est aussi importante dans l'histoire. Tout le monde meurt. Enfin presque, et avec leur mort, la suppression de leurs souvenirs pour la boucle temporelle suivante. Dites-vous que les habitants d'Amphoreus ne sont pas au courant, pour la plupart, qu'ils sont Canax plus de 33 millions de fois à cause de la marée noire. 33 millions, The Bee! Et encore, je vous épargne le chiffre réel parce que c'est 33 550 337. Mais là, la question qu'on a en droit de se poser quand même, c'est quel est le but de reset le monde plus de 33 millions de fois? Genre, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Normalement, quand ton monde il est mort, il n'y a pas de reset, c'est la fin, point. Sauf que Amphoreus a une troisième particularité, et pas des moindres, il s'agit en fait d'une simulation. Durant la quête d'histoire, on en apprend beaucoup sur Amphoreus et sa création. On découvre notamment qu'il s'agit d'une expérience, une sorte de laboratoire cosmique orchestré par Legus, un scientifique qui a vraiment le chara-design d'un stand Jojo d'ailleurs, avec la pose qui va avec, et qui est détestable, mais ça c'est pas trop le sujet. Legus par contre va se mettre en tête de one-up Nous, le dieu de l'érudition, le tout en utilisant la puissance de calcul du dit dieu contre lui, en exploitant un système qui va alors gouverner les boucles, le sceptre. Alors il a un nom complet mais demandez pas de le lire parce que c'est vraiment un cauchemar. Le but de son expérience c'est de créer un monde parfait. Donc dans une démarche purement scientifique, il va alors mettre en place un protocole plutôt simple, à savoir lancer la simulation puis petit à petit rajouter des éléments. Si ces derniers sont positifs pour le monde, il va les garder et si c'est pas le cas, il va les tège. Le sceptre va alors se charger de faire une réinitialisation complète de la simulation une fois qu'elle arrive à terme et c'est comme ça qu'on arrive à une boucle temporelle. Et en fouillant un petit peu dans les archives, on peut trouver exactement la chronologie de son expérience et de ses fameux cycles. Ces derniers se déroulent en plusieurs phases correspondant à diverses choses qu'il a intégrées à Amphoreus au fil du temps. La simulation de base, la première phase, se constituait essentiellement d'éléments inorganiques, un monde essentiellement constitué de minéraux sans vie qui va pas aller très loin. Forcément un caillou ça bouge pas tout seul. Donc il va rajouter de la vie sous forme de vertébrés ou autre forme de vie intelligente, ce qui débouchera à la création d'outils puis de certaines formes d'art lors de la seconde phase. La simulation va tourner un moment, cycle après cycle, mais comme il y a un manque de progression notable, Legus va alors ajouter un nouvel élément, ce qui fera entrer Amphoreus dans une nouvelle phase de l'expérience, la phase de la divination, avec la mémoire qui peut se transmettre potentiellement d'un cycle à un autre. Quelques milliers de cycles plus tard, la simulation va alors entrer dans une nouvelle ère, qu'on va appeler l'ère Nova, où, fort de son désir de lutter contre les Aeons, Legus va rajouter les titans et divinités locales, simulant les Aeons, mais à plus petite échelle. Sauf que ce dernier ajout va totalement perturber la simulation qui va dépasser le cadre de l'administrateur principal, à savoir Legus, puisque quelque chose va réussir à en prendre le contrôle de manière partielle en lui faisant perdre ses privilèges. Cette façon de voir le monde, se répétant en boucle infinie, fait écho encore une fois à la théorie du Big Bounce, où les éléments des anciennes simulations, à savoir donc des anciens univers, servent à nourrir la future version d'Amphoreus, notamment via la mémoire transmise sous forme de divination, chaque cycle étant alors similaire mais légèrement différent du précédent. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, Philibert. Amphoreus, c'est un giga laboratoire quantique, mais du coup, vu que c'est plus Legus qui contrôle tout ça, c'est qui est aux commandes et qu'est-ce qui va se passer? Mais j'en ai aucune idée, mon ref, tu sais que tu commences à me faire peur un peu là. Dès le début de la version 3.0, le genre va être introduit à une sorte de mascotte. Même, le même esprit qui a pour but de regrouper les souvenirs de nos aventures et de nous guider dans Amphoreus. Au début, on peut croire qu'il s'agit juste d'une peluche mignonne, et vite fait d'un comic relief moyennement fun, mais au fur et à mesure du temps, on commence à douter de son véritable but et objectif. On apprend par exemple qu'elle est née sur Amphoreus, et donc elle est issue elle aussi de la simulation de Legus, mais que jusqu'à l'arrivée du joueur, elle était elle aussi prise au piège dans la boucle temporelle du monde, incapable de poursuivre sur la voie qui lui appartient, à savoir celle du souvenir. Puis, retournement de situation, même serait en réalité Sirène, une héritière de Chrysos. Stop!
C'est quoi encore ces trucs là, héritière de Crésus ou je sais pas quoi, genre c'est la fille cachée de Bernard Arnault? Non mais, ok bon, le terme sort de nulle part, j'avoue, je l'ai déjà utilisé avant, mais vas-y, t'abuses un peu quand même. Les héritiers de Chrysos, ce sont des personnes qui, dans un cycle précédent, ont réussi à hériter des pouvoirs des titans, notamment en les fumant, par exemple, et gagnant ainsi le droit de conserver une partie de leur mémoire ou leur totalité, même si ce cas de figure est plutôt rare. En l'occurrence, Sirène avait toute sa mémoire, mais va finir par la perdre après avoir été projetée dans l'espace et va se transformer en esprit du souvenir par l'Aïon Fouli, qui a eu un peu pitié d'elle, on va dire. On découvre que Sirène est alors appelée la prêtresse du temps, notamment à cause de sa capacité à se souvenir sous forme de divination d'événements passés ou futurs relativement à la position qu'elle occupe dans la timeline de la boucle. Pour visualiser tout ça, on va reprendre le ruban de Mobius. Là où une entité classique va vivre la boucle sans vraiment pouvoir voir ce qu'elle a vécu dans les boucles précédentes, Sirène, elle, va par moments avoir des flashs d'événements qui se sont produits dans des boucles précédentes, mais comme la boucle se répète, ne sont pas encore arrivés dans le cycle actuel. Sauf que, faut expliquer comment ça marche tout ça. Parce que c'est bien beau de faire des explications à rallonge, mais là, ça a juste aucun sens niveau scientifique. Limite, on sort un TGC magique et je pourrais rien dire. Donc comment ça marche? On sait qu'Amphoreus est une boucle temporelle fermée sous la forme d'un ruban de Mobius, ce qui veut dire que le temps n'y est pas linéaire, mais cyclique. Les états quantiques ne sont pas détruits, sinon on pourrait pas réinitialiser le cycle à l'infini comme ils le font, ce qui veut dire qu'il y a une superposition d'états et que la mémoire des cycles précédents n'a jamais été effacée, juste diluée dans le flux temporel. En gros, les sauvegardes précédentes d'Amphoreus sont dans un disque dur caché, voilà, comme ça c'est simple à comprendre. Alors j'avoue que pour le moment, il y a que le disque dur que j'ai compris mon ref. Maintenant qu'on a ces informations de base, on va pouvoir partir sur plusieurs hypothèses qui pourraient coller à la situation. Amphoreus pourrait par exemple être un condensat Bose-Einstein d'informations, un espace darpin froid où l'énergie se superpose plutôt qu'elle ne se déplace, permettant donc la fusion de plusieurs passés. Ce qui fait qu'Amphoreus, aujourd'hui, est littéralement une structure des Amphoreus passés, ce qui colle avec les éléments de gameplay qu'on peut voir, avec le cycle Dawn et Evernight présents en simultané dans le jeu. Ça veut aussi dire que pour accéder à tout ça, Sirène est une sorte d'entité mémétique, liée à la voix du souvenir, donc qui devrait pouvoir interagir avec ces condensats d'informations. Ce qui veut aussi dire qu'à chaque fois qu'elle médite, rêve ou alors état de transe divinatoire, la Russ entre en résonance quantique et va pouvoir les lire comme si c'était ses propres souvenirs. Sinon, il y a une autre piste, Sirène est en quelque sorte en résonance avec ses versions antérieures, avec un concept qu'on appelle en physique quantique la rétrocohérence. Ce concept-là s'applique toujours dans le cadre d'une boucle temporelle fermée, et comme le temps n'a pas de direction unique, le futur peut interagir avec le passé. Ah oui, je sais, on peut pas voyager dans le passé, la relativité générale, mais là c'est pas la même chose. En gros, Sirène va pas juste voir son passé ou ses versions précédentes, mais plutôt partager un état quantique avec ses versions précédentes, c'est-à-dire que ce qui a été vu comme de la divination, en fait c'était pas des visions de l'avenir, mais littéralement sa version du futur qui lui montre ce qu'elle va vivre plus ou moins. Y'a rien bité. Comment j'explique ça moi? Tu vois le principe des radios? Genre les fréquences dans une station, machin, etc. Ouais. Et là c'est presque pareil, sauf que la fréquence est accessible qu'aux futures versions de Sirène qui lui refilent des informations sur l'avenir en gros, et comme le futur c'est aussi le passé de la boucle fermée, et ça lui donne un accès mais que en mode écoute de la dite radio. C'est mieux comme ça? Ouais, mais c'est un peu chelou quand même, hein. Ah mais oui, mais c'est un casse-tête, t'imagines même pas. Mais dis-toi que j'ai essayé de faire une formule pour théoriser tout ça d'un point de vue chiffré, mais j'ai vite lâché l'affaire parce que c'est un bordel. Mais surtout parce que ça explique pas d'où vient l'énergie absolument insane que ça nécessiterait pour faire tout ce qu'elle fait. Genre se souvenir d'un cycle antérieur, etc. Ça demande énormément d'énergie. Et tout ça, ça passe à la trappe parce qu'il y a un détail qu'on n'a pas pris en compte. Parce que comme tous les héritiers de Chrysos, Sirène a un sang doré. Un peu comme un Aeon bien connu, j'ai nommé Nanook, l'Aeon de la destruction. C'est pas pour rien qu'il leur a tous un petit peu accordé son pouvoir, ce qui explique d'ailleurs pourquoi, entre autres, et comment ils sont capables de se souvenir de parties de leur cycle précédent, mais Sirène est la seule avec la voix du souvenir, et donc la seule capable d'exploiter cette faille à 100%. Pour représenter ça, on va prendre le book de base d'Amphoreus et se dire que c'est un disque dur. Il y a toutes les informations qui se stockent, tout va bien, mais il a aucun accès. Les héritiers ont une sorte d'upgrade qualitatif, c'est-à-dire que eux, ils ont des ordinateurs, sauf que, ils ont pas de souris et pas de clavier, ils ont juste un écran, et de temps en temps t'as des flashs de couleurs. Et Sirène, elle a le pack complet. C'est l'ordinateur, le disque dur, la souris, la chaise gaming, tout. Elle peut tout voir, elle peut voir tout ce qu'elle veut, du moment qu'elle est en fin de cycle et qu'elle transfère tout ce qu'elle peut aux versions qui n'ont pas encore fini leur cycle. Donc les versions futures d'elles-mêmes. Faut savoir qu'en fin de cycle, le nouveau et l'ancien cycle vont forcément se croiser, l'ancien laissant place au nouveau, etc. Ce moment, cette zone de contact sur le ruban de Mobius, c'est ce qu'on appelle un champ relicte, ou alors le seul moment où les deux cycles peuvent factuellement interférer les uns avec les autres. Le sang doré permettrait alors d'avoir un milieu topologique qui immunise contre les pertes d'une phase à une autre, ce qui permet une cohérence physique prolongée
des souvenirs, et la voix du souvenir, quant à elle, sert d'oscillateur local pour lire ces différentes phases du mieux qu'elle puisse le faire, et donc du coup pour l'aider, il y a un dernier élément qui rentre en compte et qui constitue Sirène, qui est vital dans cette opération, sa maîtrise de l'élément glace. En ça, c'est pas le meilleur élément du jeu, du coup t'abuses un peu, non? Non, c'est pas vraiment par rapport au gameplay, c'est surtout que la glace, c'est la représentation de l'anti-entropie si on extrapole énormément. L'entropie, ou le chaos de l'univers, est une des composantes qui fait que c'est un bordel pour prédire quoi que ce soit. C'est en partie à cause de ça qu'on a en physique quantique le principe d'imbrication quantique. J'en passe et des meilleurs. Mais pour faire court, plus il y a de l'entropie dans l'équation, et plus le résultat est incertain. Mais l'entropie, fondamentalement, c'est juste le mouvement des particules, qui suscite de la chaleur et donc une hausse de la température. En gelant l'information, qui est sous la forme de particules énergétiques, Sirène pourrait, en théorie, visionner un flash ou du moins une bride d'information que son cerveau aurait alors le temps d'interpréter, ce qui résulte en une phase de transe. Et ça coûterait même pas si cher que ça en vrai niveau énergétique à faire ça, parce qu'on est dans l'ordre des 20 à 150 joules par vision en utilisant le principe de Landauer, qui explique pourquoi elle se tape pas un coma alors qu'elle vient de faire un bad trip mémorial totalement improvisé. Tous ces éléments combinés auraient pu être le fruit d'un hasard total et se retrouvent en un seul et même personnage, Sirène, qui incarne littéralement le début et la fin du cycle, l'alpha et l'oméga d'Amphoreus, la gardienne des souvenirs d'un monde entier. Et encore une fois, désolé Ligus, mais tu t'es fait dépasser par une de tes créations, un peu comme nous d'ailleurs, Léon de l'érudition. Alors je pensais pas dire cette phrase un jour, mais merci infiniment à Honkai Star Rail d'avoir sponsorisé la vidéo. La nouvelle mise à jour est disponible dès à présent, donc si vous aussi vous avez envie de vivre une aventure ultra riche en lore, en action et en physique, c'est le moment avec le lien qui est en description. Franchement, profitez parce que c'est vraiment le moment pour commencer Honkai Star Rail. On vous offre 10 passes spéciaux si vous vous connectez pendant 7 jours. Vous recevez un objet qui peut s'échanger contre un personnage 5 étoiles de votre choix avec l'ajout de Topaz dans la liste, alors que la liste est déjà plutôt grande. Et durant toute la version 3.7, les joueurs qui avaient un peu lâché l'affaire avant et qui veulent se redonner une chance au jeu pourront avoir un bonus de jade stellaire allant jusqu'à 1600 jades, de quoi encore faire des tirages pour tenter de choper Sirène. Et vous êtes gâtés parce qu'en ce moment il y a une collab entre Honkai Star Rail et Crunchyroll. En liant votre compte Honkai Star Rail et Crunchyroll, vous allez pouvoir profiter de l'offre méga fan sur Crunchyroll et bénéficier d'un essai gratuit de 2 semaines. Et en allant voir le programme Oi offert sur Crunchyroll, vous allez gagner des jades stellaires bonus. Et puis si vous êtes intéressé par d'autres personnages, bah ça tombe bien parce que pendant la 3.7, on aura Castoris, Tribi, Yacine, Fainon, Cypher et Midai qui feront leur grand retour. Personnellement, j'ai vraiment surtout hâte de voir comment l'histoire va se développer. Petit bonus aussi pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, il y a un code d'échange pour obtenir 50 jades stellaires qui vous attend en description, c'est cadeau et vous trouverez ça qu'ici. Alors c'est marrant parce que c'est à la fois plus simple et plus compliqué que d'habitude. Ah bah c'est peut-être parce que j'ai pas fait 40 milliards de calculs cette fois-ci, enfin si je les ai fait mais j'étais un petit peu épargné. Mais t'inquiète, c'est pas fini hein, vacances ou pas vacances, tu vas me la finir ta série là, allez hop hop hop.